Donc bonjour. Donc on m'a demandé de présenter Masque, qui est une expérience qui commence à avoir déjà un certain temps. Donc je me suis dit qu'on allait faire un bond en arrière d'une vingtaine d'années. Donc ceux qui sont de ma génération se disent cool. Ceux qui sont plus jeunes se disent bon sang, j'étais à l'école, je vais pas réussir. Tout ce que je vous demande en fait dans ce retour, j'espère que vous avez la ref, dans ce retour, c'est de penser qu'on est dans un contexte il y a 20 ans et qu'il y a eu 20 ans d'expérience de plus, d'accord? Alors, à l'origine, c'est le constat que Aude a repris parce qu'on n'est pas, on travaille pas ensemble pour rien et parce qu'on n'est pas potes pour rien. Donc on est à peu près d'accord sur le besoin infini d'innovation, donc je ne vais pas y revenir. Donc l'idée à l'époque, quand on a monté le projet agriculture et développement durable, donc qui était un préalable en fait à tout ce qui a été fait sur l'agroécologie ensuite, et qui s'appelait Discothèque parce qu'on était assez doués sur les acronymes. Donc on a monté ça à partir de 2004-2005. Et donc l'idée, c'était de contribuer à mieux intégrer les exigences du développement durable dans la conception des systèmes et aussi dans l'évaluation de systèmes techniques agricoles existants. Donc, on voulait des outils, et là il va y avoir des redites, qui pouvaient permettre d'évaluer et de concevoir rapidement des systèmes techniques qui répondaient aux exigences de la durabilité. Et c'est vrai que dans ce cas-là, pour vouloir tester sur des essais systèmes ou vouloir tester avec des modèles de culture, c'était long et ça ne correspondait pas au cahier des charges. Ensuite, on voulait pouvoir tenir compte de la diversité des acteurs intervenant sur les évolutions des pratiques des agriculteurs. Et on voulait aussi un outil facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir faire des évolutions sans que ce soit forcément le concepteur de l'outil qui intervienne, mais qu'il y ait de l'adaptation possible en choisissant des solutions techniques qui ne demandaient pas forcément du code. On est 20 ans en arrière, hein, je vous rappelle. Donc, l'intérêt d'un outil pour évaluer la durabilité des systèmes de culture, ben voilà, à l'époque, on avait des enjeux de durabilité qui étaient inscrits comme ça, c'est-à-dire maintenir les performances économiques dans des marchés en mutation, répondre à une demande accrue de matières agricoles, matières premières, assurer la qualité sanitaire et technologique des produits, et, en dernier lieu, limiter les impacts environnementaux. En fait, donc, le cahier des charges qui nous a été donné, en fait, c'était donc de répondre à ces objectifs multiples et qui peuvent être parfois conflictuels, et ça c'est un euphémisme auquel vous êtes confronté quand même relativement souvent. Anticiper l'évolution dans un contexte changeant et incertain, avoir un jugement synthétique et argumenté, et donc ça a joué en fait sur la manière dont on a conçu les choses aussi, et pouvoir évaluer et sélectionner des systèmes qui soient adaptés à un contexte réel de mise en œuvre. Ensuite, on a décidé en fait une échelle particulière qui est le système de culture parce qu'on a considéré que c'était une échelle décisionnelle pour l'agriculteur, que c'était une échelle spatiale qui nous permettait d'apprécier les impacts environnementaux et les impacts des interventions culturelles, et une échelle temporelle qui permettait de prendre en compte la succession et de manière plus générale la rotation sur le long terme. Et donc, comme à chaque fois qu'on crée un outil, il y a des questions à se poser, c'est pour qui, pourquoi, avec quelles données. Donc ça, maintenant, tout le monde le connaît. Et donc, nous, on était pour, à l'époque, se dire qu'on voulait justement pouvoir sélectionner des systèmes de culture a priori, soit dans des par exemple dans des procédures de conception, chez les agriculteurs ou pour des essais. Ensuite, on voulait pouvoir faire des évaluations a posteriori pour se baser sur des diagnostics chez les agriculteurs pour pouvoir discuter avec eux de leurs pratiques. Ça peut être aussi des diagnostics pour faire des communications sur les résultats d'une expérimentation. Ça, c'est ce que vous avez. Il y a des communications qui sont faites actuellement sur les projets CIPRE, où il y a beaucoup de choses qui sont sur de la multi-performance. Et aussi rechercher des systèmes innovants sur un territoire, ce qu'on appelle la TRAC, mais qui s'est développé depuis sous une autre forme. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était aussi d'actionner le levier de la formation et de la sensibilisation, puisque l'idée, c'était de pouvoir changer les pratiques et donc de pouvoir avoir des outils qui permettraient de former donc, les futurs agriculteurs ou conseillers. Alors, on a considéré classiquement les trois piliers. Je vous remets l'échelle système de culture, hein, c'est-à-dire qu'on a considéré les piliers pour lesquels il y avait un moyen d'action à cette échelle. Donc, ensuite, on a regardé les impacts qui s'exprimaient donc, à des échelles dedans qui pouvaient être variées. Donc, des exemples à court terme sur la rentabilité, à moyen terme sur les risques pour la santé, donc on en a reparlé tout à l'heure, et à long terme, par exemple, à l'époque, donc sur le réchauffement climatique, est-ce qu'on arrivait à avoir des systèmes qui permettaient de faire
de l'adaptation ou un peu d'atténuation. Et alors, après, on a regardé aussi différents niveaux d'organisation, puisqu'on a regardé ce qui se passait au niveau du décisionnel de l'agriculteur, mais aussi la possibilité pour lui d'avoir quand même des débouchés. Il y a des choses qui sont, des débouchés, qui sont liées aux débouchés grâce à ça, et aussi des demandes sociétales et des demandes territoriales. Donc là, on peut avoir aussi des aspects réglementaires. Donc, on a choisi, je vous l'ai dit, le cahier des charges de départ était bien d'avoir quelque chose de simple et qui pouvait être adapté aussi par les utilisateurs, puisque donc on a choisi l'optique DEXI, qui est un outil de développement d'aide à la décision qui est qualitatif, qui permet de décomposer une question complexe en questions plus simples à résoudre et qu'on peut pondérer les unes par rapport aux autres de façon assez simple. On peut ainsi contextualiser des évaluations en modifiant le paramétrage et notamment en prenant en compte certaines préférences des acteurs, je vous le montrerai plus tard. Et voilà, c'est un logiciel qui est gratuit et qui est facile à en prendre en main et pour lequel il y a un intérêt aussi, c'est-à-dire que l'arbre de décision que vous allez faire est transparent et il est visible. Et c'était aussi on ne voulait pas avoir une boîte noire, on voulait pouvoir avoir une certaine transparence vis-à-vis des utilisateurs sur ce qui était fait, pour que ça les sensibilise aux problèmes qui étaient complexes, mais qu'il fallait aborder. Donc, on a eu, donc vous avez mis, j'ai mis tous mes co-auteurs, on était 8 au départ, donc la moitié avec un profil de chercheur, l'autre moitié avec un profil d'ingénieur, et tous les ingénieurs, on était passés par une case développement agricole avant de tomber dans la recherche. Voilà, donc ça a une importance aussi. Donc, on a fait un choix à structuration des critères d'évaluation dans une arborescence. Donc là, vous avez l'exemple, si vous voulez utiliser DEXI pour sélectionner tous les CV que vous allez recevoir pour un poste. Donc vous voyez, vous décomposez l'ensemble des critères que vous voulez de sélection, ça vous permet de faire une évaluation de chaque candidat de façon égale. Voilà, donc ensuite, on a défini les gammes de valeurs par critère, et ensuite, comment on pouvait les renseigner. Est-ce que c'était des indicateurs, des mesures, ou alors de l'expertise ou des pratiques? Et enfin, comment on pouvait agréger les critères, c'est-à-dire comment on pouvait pondérer en fait, les critères les uns par rapport aux autres. Donc voilà ce que ça donne. Je ne vais pas aller dans le détail, vous pourrez aller télécharger Mask et vous verrez donc comment c'est fait. Entre les fameux critères feuilles, qui sont les critères basiques qu'on va renseigner de façon diverse, on n'avait pas donné de guide, spécialement, on n'avait pas imposé des manières de renseigner, on avait donné des possibilités de renseigner ces critères. Et après, donc, on a fourni un arbre avec des agrégations et des pondérations qui étaient faites, mais dont certaines étaient modifiables, par exemple le rapport entre économie, la branche sociale et la branche environnementale. Donc, très vite, la durabilité environnementale, donc vous voyez, là, on s'était un peu lâché, parce que d'abord, c'était notre spécialité, et au niveau de cette échelle, c'était celle aussi qu'on pouvait le plus détailler. Les aspects économiques et les aspects sociaux sont un peu moins détaillés, parce qu'il y a l'échelle aussi qui jouait sur ça, notamment sur les aspects sociaux, qui sont souvent considérés à des échelles plus grandes, on verra ça plus tard. Et on en arrive, là, je vous ai raconté les premiers travaux qui commençaient en 2002, sur un modèle de coût-bénéfice, qui avait été fait sur des innovations variétales où on avait testé DEXI. On s'était aperçu que c'était pas une mauvaise idée, et donc tout ce qu'on a continué en fait dans le projet Discothèque, où on a fait la première version de Mask avec quelques documents d'accompagnement. Et là, on en a un point où finalement on s'est dit, si on veut que ça soit utilisé et opérationnel, il va falloir mettre ça à l'épreuve et avoir une deuxième version qui sera vraiment qui aura été soumise aux utilisateurs, qui l'auront fait évoluer. On avait déjà commencé à réfléchir entre ce qui était fourni aussi par DEXI comme sortie, donc vous voyez des barres pour comparer les différents systèmes et des radars. La demande aussi des agriculteurs qu'on avait eu dans le panel et ils nous avaient dit, de toute façon, ça, les barres, ok, on arrive encore à peu près, mais ils étaient plus fans des graphiques donc éclairés, mais qui à l'époque s'appelaient des graphiques synoptiques, qui permettent de voir la note globale, donc à gauche en vert, et d'avoir l'intégralité de la décomposition de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, et de savoir sur quoi il y a encore des leviers d'action. Donc, quelques retours d'utilisateurs, et vous allez vous dire, bon sang, en 20 ans, vous n'avez quand même pas beaucoup évolué. C'est...
Voilà, mais tout se fait à sa vitesse dans la recherche, hein. Donc il y avait quelques critères difficiles à renseigner au niveau des intitulés et des données nécessaires ou manquants. Donc ça, finalement, on en a enlevé et rajouté. C'est une approche qualitative à l'époque et l'agrégation qui n'était pas toujours facile à expliquer. Donc on a joué là-dessus sur la formation. Il fallait travailler sur la sensibilité du modèle, c'est-à-dire que le modèle, il y a plein de gens qui l'ont utilisé pour changer soit une matière active à l'époque, soit une variété ou juste une pratique, et ça, il n'est pas sensible à ce genre de choses. C'est un recueil et un traitement des données qui est chronophage, et ça, je rejoins en fait ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on a des données qui sont ailleurs et qu'il faudrait que ça soit interopérable. C'était déjà le problème à l'époque. Il fallait un besoin d'aide pour la fixation des seuils, et ça, donc, Aude y a répondu, et d'avoir aussi, d'une manière générale, une démarche d'implication des acteurs dans l'évaluation et l'aide à la mise en place de scénarios, et ça, c'était vraiment le tout début à l'époque, et on a vu que ça a pas mal évolué depuis. Les plus, c'était, à l'époque, il y avait une définition établie de la durabilité et une approche holistique, parce qu'il y avait beaucoup de définitions qui couraient, et au moins il y en avait une sur laquelle il y avait moyen de discuter. Elle était posée. Il y avait l'intégration des préférences des acteurs. Il y avait la possibilité de sélectionner des systèmes performants pour des tests in situ, c'est-à-dire que ce soit des essais ou chez les agris. Il y avait la possibilité de faire des formations, puisque ça a été utilisé en lycée agricole et en école. C'était un support de communication auprès des agriculteurs pour identifier les freins à l'adoption de certains systèmes. C'est ce que je vous ai dit. On voit assez facilement les leviers, les choses sur lesquelles on peut travailler et les autres sur lesquelles il n'y a pas le matériel et on n'a pas prévu d'investissement. Et il y a des choses, dans tout ça, il y avait des usages qu'on avait prévus, et c'est logique, et il y avait des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. C'est-à-dire que la valorisation du travail, elle dépassait l'utilisation des résultats. C'est-à-dire que ça a permis de fédérer des partenaires autour d'une démarche d'apprentissage collective, au CIRAD. Et ça a permis aussi à des chercheurs qui avaient vraiment une approche analytique de se former aux démarches plutôt systémiques. Donc ça, c'est des retours d'utilisateurs, et je trouvais que c'était assez intéressant. Bon, ça nous a réinterrogé sur le fait, entre ce qu'on avait prévu et ce qui s'est passé, c'est-à-dire que forcément, c'était pas la même chose. Donc, on a continué à travailler notamment avec des ergonomes pour prendre les retours en compte. Donc, on a modifié le modèle, mais on a aussi augmenté en fait tout ce qui était aide. C'est-à-dire, donc là, à l'époque, on a travaillé avec les ergonomes notamment sur est-ce qu'on pourrait avoir un peu une communauté de travail qui fonctionnerait comme une communauté open source, ce qui nous soulagerait en fait des aspects de maintenance, parce qu'il y aurait des compétences qui pourraient travailler ensemble sur l'utilisation du modèle, les situations qu'ils auraient rencontrées. Donc on a mis en place quelque chose qui était pas mal à l'époque, qui s'appelait un wiki, je suis désolée, c'est vieux, dans lequel il y avait un forum, et on avait insisté sur le fait de mettre des tutoriels, et des choses qui avaient été réfléchies avec les utilisateurs en fonction de leurs besoins. Donc vous allez me dire, bon, il y a quand même des choses qui n'ont pas beaucoup bougé depuis, mais on avait tellement bien travaillé avec les ergonomes que finalement, on a été l'objet de leur recherche, et ils ont publié sur ce qu'on avait fait lors de la conception. Et il y avait des choses intéressantes de voir que le process de conception, ça n'avait pas été uniquement sur l'outil, mais aussi sur la définition du concept, et qu'à ça, tout le monde avait été associé, c'est-à-dire que c'était les concepteurs comme les utilisateurs, et que tout le monde n'avait pas le même rôle dans les groupes de conception, et que ça, c'était intéressant de voir entre, par exemple, les gens qui jouaient le rôle de facilitateur. Parce qu'on était quand même sur de la durabilité, et tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et là, il a fallu arriver à des consensus, et je peux vous dire qu'il y a eu de la discussion. Quelques exemples d'utilisation. Donc, dans le cadre d'Ecophyto, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le groupe Défi-Ferme de Bertrand Aumont, qui a été un précurseur puisqu'il a utilisé Mask pour le diagnostic avant Ecophyto. Donc, pour savoir justement où est-ce qu'il y avait des marges de manœuvre pour avoir un IFT herbicide inférieur ou égal à 1. Donc, il y a une maîtrise des adventices. Donc, il a commencé à réfléchir, à regarder la durabilité des systèmes à ce moment-là. On a refait le tour après la reconception des systèmes, qui était une conception pas à pas. Donc on n'était pas sur on change tout, on est vraiment allé pas à pas, et notamment en discutant. C'était aussi un support d'animation pour les discussions entre agriculteurs. Réutilisation au bout d'une rotation et au bout d'une deuxième rotation. Et en fait, l'utilisation de ce type d'outils produit par la recherche, ça a aussi abouti, au bout, vous voyez, d'une bonne douzaine d'années, à ce qu'il y ait une demande de mobilisation de choses qui sont très compliquées, type Flor 6.
Et donc là, c'est pas le conseiller qui a utilisé Fleur6, mais c'est bien les questions des agriculteurs qui ont été résolues, notamment sur des évolutions en fonction du changement climatique, et est-ce qu'il y aura des pics d'adventices que je pourrais régler ou pas régler. Donc on est arrivé sur un accompagnement qui est parti d'un outil qui a fait un diagnostic jusqu'à des demandes plus complètes de la part des agriculteurs. Deuxième application, donc là on était dans un travail collaboratif, un projet ADEME, et qui était mené avec la coopérative Vivesia, donc dans l'est de la France, avec deux groupes d'agriculteurs, un qui était parti sur une approche agronomique de la conservation du sol, et un autre qui était parti sur une approche technique, mécanique, donc plutôt matérielle. Donc on a voulu travailler avec eux pour placer les agriculteurs au centre de la démarche, parce que c'était les experts et acteurs privilégiés du changement. Là, on travaillait sur la conception de systèmes qui permettraient d'émettre moins de gaz à effet de serre, et à l'époque, vous voyez, on est en 2013-2016, c'était assez innovant. Ça permettait de travailler sur la complémentarité des acteurs entre praticiens, conseillers, chercheurs, et les conseillers de la COP, et travailler sur des connaissances tout au long du processus, parce qu'il n'y a pas eu que le processus de conception, mais bien aussi des échanges de résultats de la recherche, mais aussi des choses qui ont été remontées d'expériences de terrain. Donc je vous épargne la boucle de conception, etc. On en est au stade, on a diagnostiqué avec masque, mais on a aussi vérifié, après la conception des agriculteurs, de plusieurs systèmes, où on allait bouger la fertilisation, le travail du sol. On voit que dans certains de ces systèmes qui ont été élaborés par les agriculteurs à partir de leur diagnostic de départ, il y a eu une amélioration des performances environnementales comme c'était recherché, parce qu'on était quand même dans un projet ADEME. Il y a eu une augmentation et maintien des performances économiques, donc ça c'est quand même important pour le décisionnel de l'agriculteur, mais il y avait à chaque fois maintien ou dégradation des performances sociales, c'est-à-dire le temps de travail, les pics de travail éventuellement, et l'exposition en fait à certains risques de santé. Alors, ce qui nous a été demandé par les agriculteurs aussi, c'était, mais bon, vous avez dit que c'était 33 pour l'économie, le social et l'environnement, mais nous, si on veut encore être là dans 20 ans, c'est-à-dire maintenant, eh ben, il faudrait qu'on ait plutôt quelque chose d'important sur l'économie. Et finalement, le social et l'environnement, voilà. Bon, vous comprenez bien que l'ADEME nous a dit exactement l'inverse. Bon, je ne l'ai pas montré, mais on l'a fait aussi. Alors que nous, on était sur une position plutôt neutre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les systèmes qui avaient été conçus par les agriculteurs, on a fait tourner masque au niveau à égalité, et après avec l'option 60% économie et l'option 60% environnement. Donc l'intérêt de ça, c'est de voir qu'il y a certains des systèmes qui sont quand même robustes dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir la double performance économique et environnementale qui répond aux exigences de l'agriculteur, mais aussi des décideurs plutôt environnementaux. Et ça confirme ce qu'on avait vu sur les premiers graphes, c'est qu'il y a un coût, en fait, au niveau du temps d'observation, temps passé dans les champs. Et ça a permis, avec les agriculteurs, de voir, en fait, s'ils avaient, pour eux, c'était objectiver, en fait, les conséquences que ça pouvait avoir de changer. Et c'était des conséquences aussi assez concrètes dans leurs priorités, est-ce qu'il était possible de passer plus de temps ou il n'était absolument pas possible. Donc c'était un outil d'objectivation en fait du changement. Et maintenant, nous sommes en train de retourner aujourd'hui. Et donc là, Aude a quand même dit pas mal de choses qui ont été faites grâce à iDisk. Et il y a des choses qui se font en parallèle, puisqu'on a eu des améliorations du modèle, notamment grâce à un projet d'Exisol, parce qu'on peut aussi couper des branches de masque quand on s'intéresse à de la multi-performance. En l'occurrence, là, on voulait comparer des systèmes avec plus ou moins de travail du sol pour aider les agriculteurs à se décider. Et donc là, on n'a pris que les critères qui sont ceux qu'ils utilisent pour se décider. Donc plutôt de l'économie et des choses qui sont importantes sur en fait, le maintien de la fertilité physique et biologique du sol. On a travaillé aussi sur l'intégration de certains services écosystémiques. On a travaillé sur la branche biodiversité, notamment dans tous les systèmes qui mettaient moins de pesticides pour mieux l'évaluer, justement. On a travaillé sur biodiversité et écotox. On a fait des essais de connexion avec des outils de collecte des pratiques, par exemple avec Cister. Donc ça a fonctionné. Et pour l'instant, on demanderait que ça continue, mais il nous faudra un peu de sous, en fait, pour que l'interface puisse le faire. Et on a fait de l'extension à d'autres productions et d'autres contextes, comme l'a dit Aude, donc d'abord aux pérennes, comme Dexifruit,
Maintenant, on en est à Dexy Cacao. Il y a aussi Dexy Agroforesterie. Il y a eu d'autres extensions, par exemple à Madagascar, où ça a permis de fédérer une communauté autour du changement de pratique. Voilà, donc, et maintenant, donc on en est là, on continue. Il y a plein de choses, je pense, qui peuvent être encore valorisées. Et je vous remercie de votre attention et vous pouvez sortir de la DeLorean. Merci beaucoup.